À quelques 17 mois de la prochaine date constitutionnelle de l'élection présidentielle ivoirienne, notre invité annonce déjà qu'il envisage de briguer la magistrature suprême en passant par une convention du parti. C'était au cours d'une sortie médiatique lors de laquelle l'homme politique, âgé de 71 ans, à la tête du FPI, parti d'opposition, a tensé et chargé le parti au pouvoir, le RHDP, dont sa formation, le FPI, est pourtant partenaire depuis maintenant un an. Un partenariat qui interroge plus d'un, autant que la posture et la trajectoire de l'ancien Premier ministre, ex-député de Bongouanou ces dernières années. Finalement, où en est-on avec ce partenariat fondé sur des thématiques de réconciliation nationale et de démocratie, entre autres? Comment va aujourd'hui le FPI, le Front populaire ivoirien? Que dit-il de la situation du pays, l'état de santé de la scène politique de façon générale, l'émiettement de la gauche à plus d'un an de la présidentielle, ses idées pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région ouest-africaine? Pascal Affi-N'Guessan les évoque ce soir, on l'espère, sans réserve sur NCI. Monsieur le Président, Pascal Affi-N'Guessan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir partagé. Plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup d'être là. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. Sans réserve reçoit ce soir le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Originaire de la région de Bongouanou, dans le centre-est ivoirien, l'ancien Premier ministre est spécialiste en télécommunications de formation. Il a exercé dans plusieurs entreprises publiques et privées dans ce secteur. Au plan politique, il milite au Front populaire ivoirien en 1988 et en devient membre de la direction en 1990. Au cours de cette année qui marque le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire, il est élu maire du FPI de la commune de Bongouanou, puis deviendra plus tard le président du conseil régional du Moronou, ministre de l'Industrie et du Tourisme de janvier 2000 à octobre 2000 lors de la transition militaire. Pascal Affi-N'Guessan, à l'ascension de Laurent Gbagbo à la magistrature suprême, assura les fonctions de Premier ministre. Après la crise post-électorale de 2010-2011, marquée par l'éclatement du FPI, il prend la tête de ce parti de la gauche ivoirienne. Ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, le projet de société de son parti, son regard sur l'opposition ivoirienne, le bilan du partenariat de son parti avec le parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, sont les thématiques qui seront abordées ce soir au cours de cet entretien avec Ali Diarra-Souba, sans réserve. Monsieur le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, avec un tel parcours politique, ancien Premier ministre, ancien président du conseil régional, ancien député, tout ça pour vous seul, vous êtes à la tête du FPI, le Front populaire ivoirien. La question que les Ivoiriens se posent de façon générale, c'est comment va le FPI après tout ce qu'on a connu ces dernières années? Avant de vous indiquer comment va le FPI, je voudrais d'abord corriger. Allez-y. Je suis encore député à l'Assemblée nationale. D'accord, très bien. Voilà, donc je suis à mon deuxième mandat. C'est cela, parfait. Ceci dit, le FPI, comme vous le savez, a connu des moments très difficiles, surtout à partir de 2011. Et beaucoup de cadres ont été arrêtés, des dizaines de milliers d'entre eux ont été obligés d'aller en exil. Mais depuis ma sortie de prison en 2013, nous sommes dans une dynamique de restauration du parti, voilà, de reconstruction du parti, de manière à pouvoir gagner les élections qui vont arriver en 2025. Alors, tout à l'heure, pour revenir à la précision que vous avez faite, on a voulu peut-être parler d'ex-président du conseil régional du Moronou. C'est ça. Autant pour nous, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, l'actualité, c'est que vous êtes depuis un an, le mois de mai de l'année dernière, le 2 mai, me semble-t-il, partenaire du parti au pouvoir, le RHDP. Vous avez fait une sortie médiatique cette semaine, au cours de laquelle vous avez tensé votre partenaire. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan de ce partenariat? Je voudrais d'abord corriger, parce que lorsqu'on dit partenaire, ça prête à confusion. Justement. Nous avons un partenariat pour la réconciliation nationale, pour la cohésion sociale et pour la démocratie. Beaucoup d'Ivoiriens estiment que ça, déjà, c'est incohérent. Pourquoi? Parce qu'un parti d'opposition est censé être dans l'opposition pour s'opposer et proposer ses idées en vue de la conquête du pouvoir d'État. Un parti au pouvoir exerce le pouvoir d'État qu'il a conquis par le passé. Pourquoi, en Côte d'Ivoire, on a toujours des formules qui brouillent un peu la lecture de l'opinion? Parce que le pays sort de crise. Vous avez entendu parler du dialogue politique. Ce sont des cadres dans lesquels se retrouvent l'opposition et le parti au pouvoir pour essayer de reconstruire les bases du jeu politique.
Donc le partenariat pour la réconciliation, pour la cohésion sociale et pour la démocratie s'inscrit dans cette même perspective. Comment ensemble nous pouvons faire en sorte que le pays soit réconcilié, que les fondamentaux de la démocratie soient restaurés. Donc c'est fondamentalement, si nous n'avons pas ce partenariat, comment nous pouvons amener le parti au pouvoir à poser des actes, à faire des efforts dans la direction de la réconciliation. Et ce processus de dialogue entre le Front populaire ivoirien et le parti au pouvoir ne date pas d'aujourd'hui. Quand je suis sorti de prison en 2013, j'avais même proposé les États généraux de la République. On s'en souvient. Voilà. J'ai été avec la direction du parti au siège du RHDP en octobre 2013. À cette époque, il y avait encore la tension et beaucoup de cadres même du RHDP doutaient de la sincérité de cette démarche. C'est cela. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un qui vient de faire 2 ans et demi en prison, du fait du parti au pouvoir, puisse venir proposer un cadre de dialogue pour régler ces problèmes. Certains se doutaient de la sincérité. Certains se doutaient de la sincérité. Or, pour moi, c'était fondamental. Parce qu'au moment où je sortais, comme je le disais tout à l'heure, des dizaines de milliers de mes camarades étaient en exil. Ils ne pouvaient pas rentrer. D'autres étaient en prison. D'autres avaient leur maison occupée par les FRC, des comptes gelés. Pour régler tous ces problèmes, il faut discuter avec le parti au pouvoir, puisque ce sont eux qui ont la clé des solutions. Voilà la raison de la démarche de négociation, de dialogue politique que nous avons toujours proposée. Et le partenariat pour la réconciliation, pour la cohésion sociale et pour la démocratie s'inscrit dans cette même dynamique. En un an, est-ce que vous avez l'impression que sur ces sujets-là, vous et le RHDP, votre partenaire, vous avez avancé? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu des réflexions? La question n'est pas de savoir s'il y a eu des rencontres ou pas. La question est de savoir est-ce que la réconciliation nationale a avancé? Est-ce que des pas ont été posés, des actes ont été posés? Si je vous retourne la question, que diriez-vous? Mais je dirais qu'effectivement, il y a eu des pas. Il y a eu le dernier pas, c'est par exemple la libération d'une 50aine de prisonniers politiques, dont M. Soultou Soul. D'autres pas, c'est par exemple le retour du président Gbagbo, de Charles Blé Goudé. D'autres pas, c'est par exemple la loi d'amnistie de 2018. Donc il y a eu des pas. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que tous ces pas ne constituent que des actes d'apaisement de l'environnement sociopolitique, de réparation des conséquences de la crise. Mais ce qui reste à faire, c'est comment nous identifions ensemble les causes, ce qui a été à la base des affrontements, à la base de la crise. Et comment nous faisons pour que ces causes ne se répètent plus, notamment les conditions électorales. Puisque nous savons tous que les crises en Côte d'Ivoire sont toujours consécutives à l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réglé tous les problèmes liés aux élections présidentielles de manière à garantir des élections apaisées, pacifiques, transparentes en 2025 ? Personnellement, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et c'est pour cela que nous nous inscrivons dans cette dynamique de la réconciliation nationale. Et pour cela, nous avons d'ailleurs invité le RHDP, en termes de bilan, à un séminaire pour que nous puissions faire ensemble, mais aussi avec toutes les forces politiques et sociales du pays, le bilan du processus de réconciliation nationale. Depuis la CDVR jusqu'au programme national de cohésion sociale, donc jusqu'à l'heure actuelle, quelles sont les avancées qu'on a enregistrées? Mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire? D'après les partis politiques, où est-ce qu'il faut engager des approfondissements? D'après la société civile, d'après les communautés, en tout cas, toutes les forces vives doivent se prononcer sur la situation, de manière à ce que nous puissions aborder 2025 dans la confiance, ayant épuisé toutes les questions qui peuvent altérer la confiance entre les acteurs politiques. Donc voilà un peu dans quel contexte s'inscrit notre partenariat avec le RHDP pour la réconciliation nationale, pour la cohésion sociale et pour la démocratie. Chaque fois que vous parlez de partenariat, il faut ajouter cela. Très bien. Un an après, est-ce que vous êtes satisfait de ce partenariat ou vous le regrettez? Non, nous ne le regrettons pas. Nous ne pouvons pas regretter de rechercher la réconciliation. Nous pouvons seulement noter qu'il y a encore que les pas sont lents. Et qu'à 18 mois des élections, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et je crois que vous êtes un responsable des médias, vous savez, vous entendez, vous écoutez un peu les acteurs politiques. Qu'est-ce qu'on entend, dites-nous? On n'entend pas forcément ce que vous entendez, vous êtes dans la sphère politique. Oui, mais vous nous suivez, donc je sais que vous savez ce que nous savons. C'est que beaucoup de partis aujourd'hui commencent à se poser la question du cadre juridique institutionnel des élections.
Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la commission électorale indépendante? Parce qu'il y a encore des choses à faire pour garantir la confiance des acteurs politiques. Qu'est-ce que nous faisons par rapport au découpage des circonscriptions, par rapport au système de votation à l'occasion des élections présidentielles et autres? Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent et je pense que le moment est venu de les aborder pour que, avant la fin de l'année, l'environnement politique soit assaini, soit clarifié, et que tous les acteurs, y compris nos amis, les observateurs de la vie politique, la communauté internationale, sachent que la Côte d'Ivoire va aller à des élections en 2025 dans la paix, dans la confiance. Autre question que tout le monde se pose, ce partenariat, il tient toujours ou vous y avez mis fin? Non, il tient toujours. Jusqu'à quand? C'est quoi la suite de ce partenariat? Mais la suite, c'est que nous aboutissions à une réconciliation définitive entre tous les Ivoiriens, consacrée par l'ensemble de nos frères et sœurs de la communauté nationale. Lorsque plus personne n'émettra de critiques, d'objections sur la question de la réconciliation, nous saurons que lorsque toutes les victimes auront été prises en compte, lorsque la vérité aura été faite sur tous les événements qui se sont déroulés, lorsque les causes de ces crises auront été identifiées de façon consensuelle et des réformes, qu'elles soient d'ordre législatif, administratif, sécuritaire, ont été identifiées, proposées et mises en œuvre, en ce moment, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est sortie de la crise. Parce que ce que nous devons retenir, c'est qu'un pays qui sort d'une grave crise comme celle que la Côte d'Ivoire a connue, doit engager un processus qui sera assis sur 4 piliers. La question de la vérité, la question des victimes et de la justice, la question des réformes pour que les causes de ces crises ne se répètent plus. C'est ce qu'on a observé dans tous les pays du monde qui ont connu des crises. Et c'est un processus qui est aujourd'hui avalisé par les Nations Unies. On l'a vu en Afrique du Sud, au Rwanda, au Burundi, en Sierra Leone, au Libéria. Et donc, nous, et je crois que c'est conscient d'ailleurs de cette réalité, de cette évidence, que le chef de l'État lui-même a mis en place la CDVR en 2011. Et lorsqu'on regarde, je dirais, les missions de la CDVR, ce sont des missions qui s'inscrivent dans cette dynamique de justice transitionnelle. On va revenir sur la question de la réconciliation nationale, parce que dans l'opinion, beaucoup d'Ivoiriens estiment que les hommes politiques manipulent le concept de réconciliation nationale au gré de leurs intérêts. Quand ils sont au pouvoir, ils estiment qu'on est réconcilié. Quand ils sont dans l'opposition, ils s'arc-boutent sur la réconciliation nationale. Parlant toujours de votre partenariat pour vider cette question définitivement, un partenariat, c'est un début de rapprochement. À la veille d'une élection présidentielle dans cette année préélectorale, est-ce que ce partenariat peut aller plus loin dans le rapprochement en vue, par exemple, de regarder dans la même direction en 2025 avec le parti au pouvoir? Ce n'est pas l'objet du partenariat. Ça, on l'a entendu. Est-ce que ça peut arriver? En ce moment, vous parlez d'autre chose. Dites-nous. Non, mais c'est puisque je voudrais bien que nous soyons d'accord que vous parlez d'une alliance électorale, par exemple, avec le RHDP. Exactement. Mais pour le moment, ce n'est pas la question qui nous préoccupe. Mais est-ce que vous serez fermé à ça, par exemple? Je ne vois pas, puisque notre ambition, c'est de remplacer le RHDP au pouvoir. Voilà. Donc, structurellement, nous ne pouvons pas être dans un partenariat électoral. Parce qu'un partenariat électoral, ça veut dire que vous êtes... ils sont au pouvoir. Si vous êtes partenaire du parti au pouvoir, ça veut dire que vous renoncez à prendre le pouvoir. Ou par exemple que vous alliez au premier tour et puis si vous êtes retenu pour le second tour, le RHDP vous soutienne ou vice-versa. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver. Ça, c'est pas exclu. Allons-y d'abord au premier tour, alors, avec pour chacun l'ambition de gagner. Et puis au deuxième tour, on verra. Pascal Affi-N'Guessan, en tant qu'homme politique, ce qui compte pour beaucoup d'entre vous, c'est la perception. Et encore une fois, dans l'opinion, votre rapprochement avec le RHDP ressemble à une réaction à la suite d'un dépit amoureux né de votre divorce avec votre mentor, Laurent Gbagbo. Comme ça n'a pas marché avec le mentor, on se rapproche de son adversaire historique pour lui faire plus mal. Est-ce que vous êtes dans cette logique où les gens se trompent totalement? Les gens se trompent sur mon compte, mais ceux qui suivent mon parcours ne devraient pas se tromper. Parce que j'ai été toujours un homme de rapprochement, un homme de dialogue. Déjà, avant même l'accession au pouvoir du président Gbagbo, en 2000, dans le programme politique qu'il a proposé, j'ai parlé du Forum de la réconciliation nationale. Et on l'a organisé en 2001. Mais l'idée du Forum, j'étais le directeur de campagne, c'est moi qui l'ai proposé. Que
alors que nous n'avions pas une crise de la même ampleur que celle que nous connaissons à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Par exemple, le président Gbagbo est arrivé au pouvoir avec près de 300 morts dans la crise qui s'est passée. Il fallait réconcilier les gens. Et nous avons organisé, j'étais Premier ministre, et donc c'est moi qui ai proposé qu'il y ait ce forum qui s'est tenu d'octobre à décembre 2001. Quand il y a eu la crise de 2002, j'étais partisan de rapprochement. J'ai signé les accords de Marcoussis, où mon poste de Premier ministre était en jeu. C'est cela. Mais au nom de la réconciliation, j'ai favorisé la mise en place de ce gouvernement de sortie de crise. En 2013, nous n'avions pas encore de crise. Quand je suis sorti de prison, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y avait pas de crise encore ouverte avec le président Gbagbo. Mais je me suis rapproché du RHDP parce que c'était eux qui étaient au pouvoir et c'est avec eux qu'il fallait mettre fin à toutes les crises. En 2014, les négociations avec le RHDP ont permis, le 22 mai 2014, de conclure un accord à travers lequel tous nos camarades qui étaient en exil pouvaient rentrer sans crainte. Tous ceux qui étaient sortis de prison ou qui avaient perdu leur poste dans l'administration allaient être restaurés dans leur administration. 2014, c'est le premier accord et le seul accord. En ce moment, c'était le Premier ministre Aoussou Diallo qui avait d'ailleurs suivi ces négociations. Tout à fait. Donc la question de ma posture en faveur de la réconciliation ne date pas d'aujourd'hui et n'est nullement liée je dirais, aux difficultés que je peux avoir à un moment ou à un autre avec un partenaire politique. Est-ce que, par exemple, la séquence de 2015 à 2020, de 2015 à 2019, on rencontre un Pascal Affi-N'Guessan dont tout le monde dit qu'il est républicain, et puis en 2020, il y a la radicalisation avec la désobéissance civile et tout le reste. Là, on a bien l'impression, beaucoup dans l'opinion estiment que c'est presque la même trajectoire. Tout va bien, on discute avec le régime en place, et puis à l'approche de la présidentielle, Pascal Affi-N'Guessan va en durcissant le ton. Ah oui. Est-ce que cette perception dans l'opinion vous gêne-t-elle? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que nos compatriotes sachent que autant je suis ouvert au dialogue, à la négociation, autant je suis ferme lorsque des questions fondamentales sont en jeu, lorsque des principes fondamentaux sont violés. Et en 2020, vous savez tous le problème auquel nous étions confrontés, et ma position était celle que j'ai adoptée. Et je ne regrette nullement de l'avoir adoptée, parce que nous ne pouvons pas, sous prétexte que nous voulons la paix, nous ne pouvons pas laisser prospérer un certain nombre de situations qui peuvent être dommageables à la cohésion nationale, je dirais, à l'avenir du pays. Mais je voudrais vous dire qu'avant même de prendre cette position, de m'engager dans la désobéissance civile, j'avais pris soin de rencontrer, c'est une confidence. Allez-y, bien sûr, parlez-nous sans réserve. Oui, c'est sans réserve. Absolument. J'avais pris soin de rencontrer Mme Henriette Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national, pour lui demander de dire au président Ouattara de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Que le contexte n'était pas favorable. Et que s'il décidait de repousser les élections d'un an, pour un an et demi, pour que nous fassions la réconciliation nationale, nous, Front populaire ivoirien, on allait soutenir cette idée. Parce qu'à ce moment, il était en rupture avec le président Bédié, il était en rupture avec le Premier ministre Soro Diom, il avait fait envoyer le président Gbagbo à la CPI. Je trouvais que tout cela, je ne voyais pas comment il pouvait aller à des élections dans un contexte aussi difficile. Mais en Afrique, dans ce contexte, par exemple, quand un chef d'État repousse les élections d'une année ou d'une année et demie, on estime qu'il n'est plus dans les délais constitutionnels. Oui, mais il appartient à la classe politique. C'est une question... Tout est question de savoir qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie les formes ou est-ce qu'on privilégie la paix, la stabilité et la réconciliation? Moi, je crois que dans certaines circonstances, il faut privilégier la dimension politique. Comment on s'entend avec les acteurs politiques, avec la société civile, de manière à éviter au pays des aventures. Je n'ai pas été entendu, on a bien vu ce qui s'est passé. C'est dommage, mais on aurait pu l'éviter. Est-ce que le spectre de 2020, selon vous, pèse sur 2025? Ou ce n'est pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes enjeux? Vous parliez dans votre conférence de presse de la fin d'un cycle. Oui, les enjeux sont les mêmes. Les risques existent aussi. Les risques existent. Voilà. Parce que vous savez bien qu'il y a des menaces. Mais notre ambition,
c'est que nous nous donnons les moyens d'exorciser tous ces risques. Parce que nous pouvons le faire. Ce n'est pas une fatalité que dans un pays, les forces politiques s'affrontent, que des frères et sœurs s'affrontent. Ce n'est pas une fatalité. Tout est une question de volonté des uns et des autres, de privilégier l'intérêt national, de ne pas s'accrocher à leurs intérêts partisans, à une volonté de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, y compris en usant de la violence, des arrestations, des morts. Il faut éviter ça et nous pouvons l'éviter puisque nous faisons la politique pour faire avancer notre pays. Nous ne faisons pas la politique pour s'aimer la violence sur notre passage, pour arrêter à tout vent des frères et sœurs. Donc, nous, c'est cela notre... Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de développement tel que nous devons rompre avec la violence politique. Nous avons tellement de défis à relever que nous devons faire l'économie d'élections, disons, marquées par des affrontements. La rupture de la violence politique, la rupture avec la violence politique concerne qui précisément? Le peuple de Côte d'Ivoire, les acteurs politiques? Ça concerne, au premier chef, les acteurs politiques, à commencer par ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décider, par exemple, de la réforme de la CEI. C'est eux qui ont le pouvoir d'organiser des élections transparentes. Donc c'est à eux de créer les conditions, d'aller à la rencontre des revendications de l'opposition, d'y apporter les solutions, surtout lorsque celles-ci vont dans le sens de la transparence. Lorsque celles-ci permettent à cette opposition d'avoir confiance dans le processus électoral, de s'engager dans les élections sans craindre d'être victime de fraude. C'est pas compliqué. Sur la question de la CEI, par exemple, c'est un problème purement ivoirien. Au Sénégal, récemment, les élections se sont bien déroulées. 3 organes dits indépendants, évidemment, ont été mis en œuvre. La Direction générale des élections, une cellule pour recenser les votes. Est-ce que vous verrez d'un bon œil que le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'organisation des élections en installant, par exemple, des structures indépendantes comme cela se fait au Sénégal? Parce que la CEI ivoirienne est pleine d'hommes politiques. Oui. Et on ne peut pas être jugé parti. C'est ça. Vous êtes à l'intérieur de la CEI et à l'intérieur, personne ne veut perdre les élections finalement. C'est ça. Quel est le modèle que vous privilégiez, vous? L'idéal serait ce que vous indiquez. Mais cela veut dire que les acteurs politiques ont confiance dans l'administration publique chargée des élections. Alors que la chose la mieux partagée chez les acteurs politiques ivoiriens, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance est à juste titre du fait de l'histoire, du fait de l'expérience. Parce qu'à plusieurs moments, on a vu que cette administration n'a pas été à la hauteur du défi de la transparence. Je sais que cette administration a beaucoup évolué, depuis surtout l'administration territoriale. Elle a beaucoup évolué. Mais c'est cette absence de confiance qui a amené les acteurs politiques à vouloir être présents dans le cadre juridique qui organise les élections. Si demain, la société civile fait la preuve qu'on peut lui faire confiance pour organiser les élections, je ne vois pas pourquoi les acteurs politiques s'entêteraient à vouloir être présents. Si ces choses-là se passent au Sénégal, c'est parce qu'au Sénégal, ils savent que les populations, la société civile a beaucoup évolué, qu'on peut compter sur des hommes de la société civile, sur des hommes politiques suffisamment, je dirais, transparents, suffisamment indépendants pour organiser des élections. Et on l'a vu, par exemple, avec le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, nous avons un retard sur ces questions-là, de construire une société civile suffisamment indépendante, capable d'avoir une attitude équilibrée vis-à-vis des acteurs politiques. Nous avons un grand retard dans ce domaine. Et c'est parce que nous avons ce retard que nous essayons de bâtir des systèmes qui permettent à tous les acteurs d'être présents, de pouvoir se surveiller et donc de garantir un minimum de transparence. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut limiter l'influence des partis politiques dans ces organes, parce qu'ils ne peuvent pas être à la fois juge et parti. Pascal Affi-N'Guessan, vous avez aujourd'hui 71 ans. Vous parliez dans votre conférence de presse de la fin d'un cycle. Vous appelez de tous vos voeux de la fin d'un cycle. La fin des présidents Gbagbo, Ouattara, bon, le président Bédié n'est plus de ce monde, pour que vous, enfin, vous incarniez
l'alternance politique. C'est quoi votre souhait? Que le président Ouattara décide par exemple de se retirer, que le président Gbagbo se retire, Oui, et que vous compétissiez avec d'autres de... Je l'ai déjà dit. Mon ambition serait qu'après 30 ans, parce que ces différents acteurs politiques que vous citez sont ceux-là qui étaient dans le starting block au moment où disparaissait le père de la nation. Le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny, 1993. 1993, 2024, ça fait 31 ans. 31 ans. Je considère, ils sont tous trois passés au pouvoir. Ce qu'ils peuvent apporter au pays, ils l'ont fait. Mais en même temps, on sait aussi les drames qui ont entouré cette bataille pour la succession au président Félix Houphouët-Boigny. Et les séquelles sont encore là. Pour moi, la meilleure façon pour la Côte d'Ivoire de tourner la page serait que ces différents acteurs se retirent. Pour laisser s'écrire une nouvelle page avec une nouvelle génération d'hommes politiques qui ne partagent pas ce passé d'affrontement, de rivalité, de conflits, de souffrances à l'occasion des élections. Mais c'est toute la différence, parce qu'on estime que Pascal Affi-N'Guessan partage ce passé, ce vécu des trois présidents. Oui. On estime que Charles Blé Goudé partage cela, on estime que Guillaume Soro partage cela. Oui. Donc il n'y a pas d'homme nouveau en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Si nous le partageons, c'est à un 2e degré. Certains même à un 3e degré. Mais nous n'avons pas engagé une bataille avec Blé Goudé ou avec Soro Guillaume par rapport à l'élection présidentielle. Alors que les trois ont ce passé en commun. Et il faut rompre avec ce passé. Et pour moi, la meilleure façon de rompre, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'il faut qu'ils libèrent le pays. Il ne faut pas que ces conflits soient transmis à une autre génération. Et donc, c'est pour cela que, personnellement, je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Et s'il l'était, si le président Ouattara, d'ailleurs, son parti, au cadre de son parti a annoncé sa candidature, au PPACI, évidemment, on annonce la candidature du président Gbagbo. Vous-même, vous êtes candidat à votre propre investiture. S'ils étaient candidats, quelle serait votre lecture? Ces candidatures n'auraient pas la même signification. Dites non. Le président Ouattara a annoncé il y a plusieurs années qu'il voulait passer le flambeau à une nouvelle génération. Et que même sa candidature en 2020 résulte d'une force majeure. Est-ce que cette force majeure est encore valable en 2025? Est-ce qu'entre 2020 et 2025, il n'a pas pu préparer dans son sérail des candidats qui sont capables de représenter le parti? Pour moi, ce serait vraiment la preuve d'un échec et d'une façon même de se dédire. C'est pourquoi je ne vois pas le président Alassane Ouattara candidat. Parce que je pense que ce ne serait pas conforme à ce qu'il a déjà annoncé. Le président Gbagbo, je peux dire que personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il allait se réengager dans la vie politique. Pourquoi? Parce que après ce qu'il a vécu en 2011, après ce qu'il a fait à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours pensé, et là aussi je voudrais vous faire une confidence. Dites non. C'est qu'en 2013, quand je suis sorti de prison, il y a feu Albert Thévodiré, qui de passage à Abidjan a souhaité me rencontrer. Et la question qu'il m'a posée, c'est... Albert Thévodiré, faut-il le rappeler pour notre téléspectateur, qui était le haut représentant Voilà, des Nations Unies dans le cadre de la crise. Exactement. Il m'a demandé si le président Gbagbo était libéré. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai répondu, mais si le président Gbagbo est libéré, il va faire la réconciliation. Parce que là où il se trouve à l'heure actuelle, je ne vois pas comment il peut venir en Côte d'Ivoire et puis se réengager dans la vie politique, aller parler d'assurance maladie universelle, aller débattre avec tel. Il a atteint un niveau international tel qu'il ne va pas se remettre dans le marigot de la politique ivoirienne. Vous parlez comme quelqu'un qui est déçu. Oui, sur cette question, il faut dire que je suis déçu. Puisque je n'ai pas imaginé ça. Et quand je le vois aujourd'hui dans l'arène politique, je peux dire que j'en souffre. Mais vous en souffrez peut-être aussi parce qu'il vous fait de l'ombre. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi vous en souffrez alors? Parce que je pense, après avoir passé presque 30 ans avec lui, puisque j'ai été quand même son premier ministre, et nous avons mené la bataille pour la démocratie ensemble pendant longtemps. Donc, quelque part, sur le plan personnel, sur le plan sentimental, il y a des liens qui nous unissent. Il y a un passé
de lutte qui nous unit. Et cela, je ne peux pas l'oublier. Il y a un passé aussi de confiance, puisque quand même, il m'a permis d'être Premier ministre quand il a accédé au pouvoir. Et ces questions-là, ces choses-là sont importantes. Quelles que soient les vicissitudes de la vie politique, il ne faut jamais oublier cela. Et il faut même souhaiter qu'une telle personne puisse sortir dignement de scène. Voilà. Et c'est par rapport à cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les prises de position qu'il a, les réactions que cela suscite dans l'opinion, quelque part, je trouve qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça. Donc si vous l'aviez en face, vous lui diriez de se retirer calmement? Mais bien sûr, si j'ai l'occasion de le rencontrer, c'est ce que je vais lui proposer, je vais lui dire. Mais évidemment, tout dépend, il lui appartient de faire le choix qu'il veut, mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, et parce qu'à cette occasion, j'avais dit à M. Thévo Djerek que, de mon point de vue, ce que le président Gbagbo va faire, c'est de contribuer à la réconciliation nationale de telle sorte que si un jour, Dieu le rappelle, ce ne sont pas seulement les militants du FPI qui l'accompagnent, mais toute la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a apporté. Malgré les injustices qu'il a vécues, quand il est revenu, il a prôné la réconciliation. Il a fait en sorte que tous les fils et toutes les filles de ce pays se retrouvent. Pour moi, c'est ça qui aurait été un acte de grandeur. Et c'est pour cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'il y a plusieurs façons de contribuer à l'histoire d'un pays, de contribuer à faire avancer un pays. Et contribuer à ce moment précis où le pays est divisé, où les filles se sont affrontées. Utiliser l'aura qu'on a, le prestige qu'on a, pour prôner la réconciliation, c'est un acte historique qui aurait marqué l'histoire de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara se trouve dans la même situation. Comment il va sortir de scène? Est-ce qu'il va sortir de scène dans une Côte d'Ivoire divisée? Dans une Côte d'Ivoire qui traîne les séquelles de 2011? Ou est-ce qu'il va sortir de scène en ayant réconcilié les Ivoiriens? C'est la question qui lui est posée aujourd'hui. Et pour le moment, quand je regarde le mouvement à l'intérieur du RHDP, je n'ai pas le sentiment que les cadres aient saisi l'enjeu de la situation actuelle. Et c'est dommage. Alors, parlant de votre rapprochement avec le RHDP, par exemple, est-ce que on a entendu parler à un moment d'une éventualité d'un gouvernement d'union nationale? Vous en avez discuté? Non, nous n'avons jamais eu à discuter de cela. Ça ne vous intéressait pas aussi? Mais je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 1 an des élections. Je ne vois pas comment et dans quel contexte s'inscrirait un tel gouvernement. On aurait pu le faire, je pense, en 2011, sans forcément traduire qui que ce soit devant la CPI. On aurait pu le faire en mai-juillet 2011, malgré la crise. Et je crois que l'ONU, disons l'Union africaine, nous invitait à cela d'ailleurs. Parce que la résolution qui a été prise après le sommet d'Addis Abeba, je dirais, nous incitait à aller dans le sens de la réconciliation. Malheureusement, le RHDP a fait un autre choix. Et je crois que la situation que nous vivons ici aujourd'hui, à l'heure actuelle, est bien le résultat de ce choix, qui n'était pas, de mon point de vue, le meilleur choix. Tout le monde s'accorde, dont vous-même, à dire que la gauche ivoirienne est émiettée. Oui. Et dans cet état, évidemment, il ne faut pas compter sur la gauche pour la présidentielle de 2025. Ah si. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que la présidentielle, c'est d'abord l'histoire d'un homme avec le peuple de Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est d'abord l'histoire d'un homme. Il s'agira d'aller choisir une personnalité qui peut répondre aux défis auxquels le pays est confronté à l'heure actuelle. Et le premier défi, c'est le défi de la réconciliation, du rassemblement. Le deuxième défi, le défi de la modernisation de l'État, pour rompre avec cet État centralisé, tentaculaire, qui absorbe tout, qui concentre tout. Et le troisième défi, moderniser notre économie. Et puis, mettre fin à la pauvreté dans le pays. Et donc, c'est sur ces défis-là, c'est par rapport à ces défis que les Ivoiriens vont aller au vote. C'est vrai que jusqu'à présent, la vie politique ivoirienne a été alimentée par le tribalisme et le clientélisme. Les gens se sont arc-boutés derrière leur tribu. Vous n'avez pas le sentiment que tous les partis, tous les acteurs dont vous êtes coupables de ce fait?
Non, nous, au FPI, nous avons rompu avec cela depuis longtemps. Et la crise avec le président Gbagbo, d'ailleurs, s'inscrit dans cette dynamique de rupture. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce que beaucoup souhaitaient, c'est que le FPI s'inscrive dans la dynamique ethnique tribale. Et une bonne partie des critiques qui m'étaient faites, des agressions qui étaient dirigées contre moi, c'est parce que je n'appartenais pas à une certaine ethnie. Alors que je voulais être président du Front populaire ivoirien. Mais les militants du Front populaire ivoirien ont montré qu'ils ont dépassé ce stade-là. Qu'eux, aujourd'hui, ne sont plus dans le tribalisme. Donc, tous ceux qui sont restés, qu'ils soient de l'ouest, du nord, du sud ou de l'est, sont des militants qui ont d'abord accepté de défendre des valeurs et qui n'ont refusé de se le faire instrumentaliser par le tribalisme. Mais les autres partis n'ont pas encore rompu totalement avec cela. Dans d'autres partis politiques, on est toujours adossé à la tribu. Et c'est par rapport à la tribu qu'on agit. C'est dans l'intérêt de la tribu qu'on prend les décisions. Mais ce que je note, c'est que les tribus sont en train de prendre leur distance vis-à-vis de cette façon de penser la politique en Côte d'Ivoire. Après avoir expérimenté un président du centre, un président de l'ouest, un président du nord, aujourd'hui, je suis convaincu que les Ivoiriens vont vouloir expérimenter un président de l'Est, un président des valeurs. Non, un président des valeurs, un président d'un projet politique, un projet qui n'est pas connoté ethniquement, mais qui cible les problèmes du pays et qui a des solutions pour les résoudre, pour rassembler ce peuple et pour le propulser en avant. Et ce que nous avons observé à l'occasion de la CAN, pour moi, beaucoup d'observateurs n'ont pas fait attention, mais on a vu qu'à l'occasion de la CAN, les Ivoiriens ont eu un comportement qui a rompu avec le comportement du passé. Ils ont battu pour leur pays, pour l'équipe nationale, pour leur drapeau. Ils ne sont pas battus pour un parti politique. Ils ne sont pas battus pour un leader politique. Et pour vous, cela traduit que les mentalités évoluent? Les mentalités ont changé. Et c'est là que nous, Front populaire ivoirien, nous attendions le peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Sur les valeurs. Pascal Affi-N'Guessan, les derniers rendez-vous politiques n'ont pas été très agréables avec vous. C'est ça. On se souvient de la dernière élection du président de conseil régional dans le Moronou. Vous êtes pratiquement le président de conseil régional avec la plus grande longévité dans la région. Malheureusement, aux dernières élections, ça n'a pas marché. C'est ça. Malgré cela, vous envisagez d'être candidat à la présidentielle. Est-ce qu'un homme politique de votre trempe, quand on a perdu une élection locale, on peut aspirer à aller à la présidentielle? Qu'est-ce qui vous garantit que si le Moronou ne vous a pas donné ses voix, la Côte d'Ivoire entière pourra vous voter en 2025? D'abord parce que chaque moment a ses réalités politiques. Chaque moment a ses réalités politiques. Ça, c'est une loi. Et ce n'est pas la première fois que je fais face à une telle situation. En 1990, j'étais maire, en 1996, j'ai perdu la mairie. Mais plus tard, j'ai été encore réélu député, président du conseil régional. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai l'expérience. Ça, c'est sûr. L'expérience, ça, c'est sûr. Ensuite, une élection présidentielle obéit à d'autres paramètres qu'une élection locale. Troisièmement, parce que cette élection est un accident qui est lié au fait que j'ai commis l'erreur d'accepter une liste commune avec le RHDP. Pourquoi l'erreur? Mais l'erreur parce que justement, ça s'est traduit par la défaite. Alors que nous étions sur une liste commune, où ils avaient 40% des sièges, où on leur avait promis la première vice-présidence du conseil régional et la 4e vice-présidente du conseil régional, est-ce que vous pouvez imaginer que le FPI, dans le Moronou, le FPI et le RHDP ensemble puissent perdre une élection? Mais si on l'a perdu... Vous soupçonnez je ne une trahison? pas, ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Parce que bien avant, ils étaient en campagne contre moi. Et quand on m'a proposé de faire... Quand vous dites « il », on se souvient que le parti a demandé à son candidat désigné de se retirer. Oui. Quand vous dites « il », vous faites allusion à qui? Au parti? Non, quand je dis « il », je fais allusion d'abord à ceux qui voulaient à tout prix que le RHDP en découle avec moi dans le Moronou. Malheureusement, ceux-là
En définitive, on leur a demandé de laisser tomber parce que le président du RHDP a estimé que cette candidature le gênait. La candidature d'un RHDP le gênait. Du cadre qui était en liste. Jusqu'à présent, je continue de me poser la question de savoir en quoi ça le gênait. Est-ce que ça le gênait parce que cette candidature pouvait me permettre de gagner? Ou bien est-ce que ça le gênait parce que cette candidature allait me gêner? Mais la réalité, c'est que j'ai accepté de partager la liste avec eux. Ils sont venus donc, en quelque part, envahir ma liste, polluer la campagne et derrière, mener à mon insu ce qu'il fallait pour que je perde cette élection. Donc c'est une défaite qui s'inscrit dans un contexte bien précis, où j'ai fait preuve de vigilance, d'absence de vigilance. Et donc c'est pour cela que je suis serein vis-à-vis de cette question. Parce que je peux dire que la défaite, elle est liée au fait que j'ai accepté de faire une liste commune avec le RHDP et que le RHDP n'a pas joué franc jeu. Donc, étant donné cela, je ne lis pas cette défaite-là à la suite de ma carrière. Au-delà de ça, les jeunes Ivoiriens qui vous regardent, pourquoi, à défaut de choisir un autre homme politique, on devrait choisir Pascal Affi-N'Guessan comme président de la République de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il est en mesure de nous apporter? Bon, il va apporter d'abord à la Côte d'Ivoire son amour du pays, son amour pour la paix, pour l'unité nationale. Et je l'ai prouvé à travers toute notre conversation. Vous avez vu que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et or, le pays a besoin de cela aujourd'hui. Ensuite, l'expérience de l'action gouvernementale. J'ai été Premier ministre, comme vous l'avez rappelé. J'ai occupé des fonctions au niveau des collectivités locales. Je suis député à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas un secteur de la vie institutionnelle que j'ignore. En tant que président du Front populaire ivoirien, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Depuis 2001 jusqu'en 2024, ça fait 23 ans. J'ai une bonne connaissance des réalités du pays. Et j'ai un projet politique. J'ai un projet pour la refondation, pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces atouts que je vais mettre à la disposition de notre pays. Ce sont ces atouts que je vais mettre à la disposition des régions. Parce que ma politique, c'est de rompre, de moderniser l'État, de redistribuer la richesse nationale en m'appuyant sur la décentralisation. La décentralisation sera la colonne vertébrale de notre action. De manière à ce que les régions soient des véritables entités de développement, avec des budgets conséquents, pour que dans chaque région, on puisse créer des emplois, on puisse impulser l'industrialisation, transformer les produits locaux. Et pour cela, j'ai indiqué que chaque région aura au moins 10 milliards de budget, dont 1 milliard chaque année sera consacré à l'investissement, à soutenir des projets d'investissement, soit des cadres qui s'organisent pour créer une unité de transformation du manioc, des tomates, de l'arachide, etc., etc. De manière à territorialiser la croissance. Il ne faut pas que la croissance soit concentrée à Abidjan ou à San Pedro, mais qu'elle soit partout. Et c'est pourquoi j'ai parlé de Nzrama économique. C'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, il y aura une multitude de petites et moyennes entreprises qui vont participer à la production, qui vont participer à l'économie nationale. Ensuite, il faut résorber le secteur informel. Donc, c'est pour cela. Aujourd'hui, près de 90% de la population active se trouve dans le secteur informel. C'est un gisement de richesse qu'il faut rentabiliser. Transformer tout cela de façon à ce qu'elles soient toutes ces activités du secteur informel dans des petites et moyennes entreprises. Donc, mettre en place des fonds d'investissement pour accompagner tout cela, des structures d'encadrement pour accompagner tout cela, des structures pour leur permettre d'avoir accès au marché. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'économie nationale est tenue par les multinationales qui contribuent à près de 80% à la richesse du pays. Seulement 20% découlent des activités des PME ivoiriennes. Il faut renverser la tendance. Que ce soit 80% de la richesse qui proviennent de la production nationale, des acteurs économiques ivoiriens et peut-être 20% accessoirement de l'extérieur.
Donc pour cela, il faut transformer totalement la Côte d'Ivoire. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes candidats et que nous appelons nos compatriotes à nous faire confiance. Dans votre conférence de presse, bientôt vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs, je cours un tout petit peu. Dans votre conférence de presse, vous avez également égrené le chapelet de l'actualité sous-régionale en lançant un cri de cœur à la libération de votre ami socialiste, Mohamed Bazoum, président élu de la République du Niger, qui est aujourd'hui dans une situation délicate. Vous avez fait un tour d'horizon de la situation dans la sous-région ouest africaine. Clairement, Pascal Affi-N'Guessan est contre le mode d'accès au pouvoir dans ces pays, où c'était un soutien à son ami socialiste. Non, je suis contre le mode d'action par les armes, par la violence, de façon antidémocratique. Je suis pour, après avoir mené tout ce combat pour le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire, je ne peux pas soutenir l'accession au pouvoir par un coup d'État. Voilà. C'est un recul inacceptable pour l'Afrique. Parce qu'on entend des hommes politiques dire oui, on doit condamner le coup d'État, mais il faut également regarder les causes. C'est comme si finalement il y avait une sorte d'équilibre à avoir, ou de soutien même, de début de soutien. Il peut y avoir un accident, mais il faut sortir assez rapidement des situations accidentelles. Nous-mêmes, nous avons connu un coup d'État. Voilà. Mais nous avons fait en sorte qu'en un an, nous puissions revenir à un pouvoir civil. Et c'est ce qu'on demande à ces dirigeants, à ces généraux des jeunes militaires dans ces pays. Et c'est cela qui est la source du conflit avec la CEDEAO. À quel moment est-ce qu'on sort de cette situation d'exception? À quel moment on va aux élections pour élire des civils à la tête de ces pays? Et en ce qui concerne le Niger, il se trouve malheureusement que ce n'est même pas seulement au Niger, puisque au Burkina Faso aussi, Roch Kaboré, qui a été renversé, est un ami. C'est la même chose en ce qui concerne le Mali, avec Ibeka. C'est cela. Voilà. Et donc, nous considérons le cas du président Bazoum comme assez scandaleux dans la mesure où aujourd'hui il est pris en otage, enfermé avec son épouse, sans contact avec l'extérieur, depuis presque bientôt un an. C'est une situation, et au vu et au su de tout le monde, de la CEDEAO, de la communauté internationale, nous considérons que si rien n'est fait, cela peut constituer un encouragement. Cela peut faire jurisprudence. Cela peut encourager d'autres coups d'État dans d'autres pays qui vont se dire, de toute façon, au Niger, on a fait cela, ils se sont excités, mais en fin de compte, ils ont été obligés de s'aligner. Il ne faut pas que nous abandonnions Bazoum. Vous pensez que la démarche de la CEDEAO n'a pas été courageuse? Oui, je pense que la démarche de la CEDEAO n'a pas été sage et courageuse. Si votre voix portait à la CEDEAO, quels seraient vos conseils sur ce sujet? Mais je l'ai dit à travers certaines déclarations que la CEDEAO a failli parce qu'elle ne s'est pas positionnée comme une institution capable de garantir la sécurité de la sous-région. Le vrai problème de la CEDEAO, c'est là. La CEDEAO est restée dans son rôle d'organisme de promotion économique. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, lorsqu'elle a décidé d'intégrer à cette dimension économique les aspects politiques, elle ne s'est pas donné les moyens pour défendre cette nouvelle orientation dans tous les pays. Et lorsque ces pays du Sahel se sont retrouvés confrontés au djihadisme, ils se sont retrouvés seuls, sans un soutien conséquent de la CEDEAO, comme par exemple ce qui se fait en Europe à l'heure actuelle. Et donc, progressivement, ils se sont dit, pourquoi la CEDEAO peut-elle nous imposer des règles alors que nous sommes seuls face au terrorisme? Voilà là, le vrai problème. Donc il faut que la CEDEAO se remobilise dans le soutien à tous les États, y compris les États comme la Côte d'Ivoire, qui sont aussi confrontés à la question du djihadisme. Pascal Affi-N'Guessan, est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de nos internautes? Mais évidemment, c'est pour cela que nous sommes là. Absolument, et ce sera juste après ceci. Alors, les questions d'internautes pour le président du Front populaire ivoirien. On commence avec Amalaman Jean Fulbert qui dit « Est-ce que le FPI est en progression en termes de nouvelle adhésion? Quel est son bastion actuel ?» Je souris un peu parce que je vous ai entendu en parler des ghettos politiques de bastion au cours de votre conférence de presse. Comment vous répondez à cette question?
Oui, est-ce que le FPI est en progression en termes de nouvelles adhésions? Quel est son bastion actuel? Oui, nous sommes en progression en termes de nouvelles adhésions. C'est vrai que cela se fait de façon subtile, mais par exemple, comme objectif, nous nous sommes fixés 648 000 adhésions en 2024. Et donc le travail, et puis nous le voyons à travers des nouveaux visages, la promotion de nombreux jeunes dans les structures du parti. Et les adhésions, elles arrivent. Voilà. Ensuite, nous le sentons à travers notre positionnement, à travers les réactions. Et je pense que votre invitation à cette émission est une illustration. Si nous étions une quantité négligeable, vous ne nous auriez pas invités. Monsieur le Président, ça c'est vous qui le dites. Hein. Chez nous, les journalistes, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Alors, prochaine question d'internaute. Goun Eric, le FPI avait-il été invité à la fête de la Renaissance du PPACI à Beauville et à celle de la Liberté du MGC à Bondoukou? Deux questions. Vos anciens camarades. À Bondoukou, nous avons été invités par le MGC, mais pas à Beauville. À Bondoukou, vous y avez été? Nous avons été invités. D'accord, mais vous avez des... Oui, je crois que nous avions un rendez-vous important puisque ça a coïncidé avec la fête de la Liberté et donc nous avons demandé à notre représentation locale de nous représenter. Très bien. On poursuit. La prochaine question de Elissa Seka. Comment le président du FPI compte-t-il reconquérir Bongouanou? Pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire que je compte conquérir. Et je pense que Bongouanou, il y a des jeunes que nous avons formés qui vont prendre la relève. Aujourd'hui, là où je suis arrivé, c'est véritablement la présidentielle qui est mon objectif, pas une élection de maire ou de président de conseil régional. Je considère qu'il y a suffisamment de cadres valables pour prendre la relève et je suis prêt à les accompagner à l'occasion des prochaines élections. Très bien. On poursuit au pas de course avec les questions des internautes. Le FPI a fait preuve de résilience. C'est quoi le secret de Pascal Affi-N'Guessan? Une question de Jean-Christophe Yao. Le secret de votre résilience? La conviction, la volonté de servir. Voilà les secrets de notre résilience. Donc, la volonté de ne jamais abdiquer, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Tant qu'on a de l'énergie, de ne pas céder. Même lorsqu'on est frappé injustement, il faut se relever et continuer. Pascal Affi-N'Guessan, nous voici au terme de cet entretien sans réserve. Est-ce que vous avez justement le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Non, j'ai répondu sans réserve. Et je suis habituellement quelqu'un qui ne ruse pas avec les questions. Parce que je n'ai rien à cacher. J'essaie d'être vrai, de dire ce que je pense, de donner mon opinion. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais ce sont mes opinions. Et je tiens véritablement à mes opinions, je tiens véritablement à mes convictions, en espérant que ceux qui n'ont pas compris à un moment ou à un autre puissent, avec le temps, en réfléchissant, bien comprendre, comme on l'a observé aujourd'hui avec la question de la réconciliation, avec la question du dialogue politique, que c'est la voie. Voilà. Et personnellement, chaque fois que je note que des Ivoiriens me rejoignent dans ce que je disais il y a quelques années, sans être compris, j'en suis fier et je continue mon chemin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.